C'est sûrement le sujet qui me passionne le plus aujourd'hui, c'est aussi ce pourquoi j'ai décidé de faire ce que je fais, de publier sur les réseaux sociaux, de créer une communauté autour de l'esprit critique, c'est parce que j'ai failli, à un moment donné de ma vie, rentrer dans une secte. Et lorsque je parle de secte, je parle d'une secte de la pensée, une secte qui m'a amené à un certain type de comportement, une secte qui m'a amené à me sortir de moi pour aller créer tout type de croyances et faire d'une personne plus ou moins rationnelle, plus ou moins réfléchie, quelqu'un qui croit en des théories absolument farfelues. Je vais vous expliquer mon histoire, je vais vous expliquer cette partie-là de ma vie. Je ne pourrais même pas dire si je n'étais pas rentré dans une secte vraiment au final. En réalité, on ne sait jamais vraiment la limite entre le moment où on rentre dans une secte et on sait qu'on est dans la secte et le moment où on n'y est pas. Est-ce que j'ai réussi à y échapper? Est-ce que j'y suis rentré? Ce sera à vous de le juger dans cette vidéo. Je vous raconte comment est-ce que j'ai failli rentrer dans une secte ou peut-être même comment j'y ai adhéré. Donc, il y a au moins 8 ans, entre 8 et 10 ans, j'ai fait une immense dépression à la suite du décès de mon grand-père qui a été absolument difficile. Il faut savoir que j'ai vécu beaucoup de traumatismes dans mon enfance qui font que j'ai eu une enfance un petit peu complexe, que ce soit psychologiquement parlant ou encore physiquement par rapport à ce que j'ai décidé de vivre dans ma vie. J'ai quitté le domaine familial à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé très seul, j'ai grandi dans des quartiers à Bordeaux, j'ai eu des mauvaises fréquentations. Par la suite, j'ai vu des amis à moi perdre la vie. Enfin bon, ça a été assez difficile à ce niveau-là. Et ce qui fait que moi, j'étais dans une quête identitaire. On le voit au niveau des tatouages. J'ai été dans une immense quête identitaire où il fallait que je mette du sens à mon existence. Il fallait que je puisse savoir qui j'étais, exprimer ma différence pour pouvoir exister à mes yeux et aux yeux du monde. Et à l'occurrence, à partir du moment où mon grand-père est décédé, qui était l'emblème de la famille, parce que du côté de ma mère, c'est des créoles, ils sont d'origine malgache, et donc du coup, c'était très famille, et mon grand-père, lui, est décédé, et moi, je n'étais pas là. Et en fait, j'ai intimement pris l'idée, conquis l'idée selon laquelle c'était de ma faute. Voilà, donc il a fallu que je rentre dans une grande autodestruction qui m'a amené à une immense perdition de mon être. Donc là, élément dépressif, état clinique, ça va pas bien du tout, c'est la déperdition totale. Par contre, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il va falloir que je trouve le moyen de me sortir de cette situation. Il y avait comme dans ce grand vide, dans ce grand néant, à un moment donné, un élan d'espoir qui s'est créé chez moi et il s'est créé à travers une rencontre que j'ai faite et à travers une croyance que j'ai développée. Donc je rencontre une personne à ce moment-là qui, lui, a vécu une expérience de mort imminente, qui, lui, a un rapport spirituel qui est immense, qui, lui, a vécu des choses assez incroyables spirituellement parlant et qui me parle de ses expériences et qui me parle de sa façon de voir la vie, qui me parle de sa façon de percevoir le hasard. Et je me suis rendu compte que mon point de départ était l'idée selon laquelle le hasard ne pouvait pas exister et que tout était une forme de signe parce que la vie dans laquelle nous sommes, la probabilité qu'on ait pour qu'on soit en vie, la suite de coïncidences qui se créent dans nos existences ne peuvent être le produit d'un rien, elles sont forcément le produit d'un réglage horloger que je percevais comme tel. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ma perception du hasard, elle diffère et elle m'emmène vers le fait que le hasard n'existe pas, qu'il y a des signes, qu'il y a un monde qui interagit avec le mien, qu'il y a voilà, des croyances spirituelles qui s'installent très lentement. Et donc cette discussion avec cette personne-là me permet de m'aiguiller et permet de mettre du sens à mon existence. Donc au début, ça me permet de pouvoir me redonner de l'espoir, de l'espérance. Et ça me permet aussi de pouvoir mieux comprendre mon rapport au monde, mieux comprendre mon rapport à l'existence. Et donc ça, pour moi, c'était extrêmement important. Donc je commence à entretenir doucement une évolution de mes croyances spirituelles à travers des discussions, à travers des rencontres, parce que lorsque j'ai rencontré cette personne-là, par la suite, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont réussi à me faire sortir de mon milieu dans lequel est-ce que j'étais, sortir de certains amis, sortir de certaines fréquentations et de me faire rentrer petit à petit l'idée dans le crâne selon laquelle la différence que je percevais en moi depuis toujours était en fait pas une différence anodine, mais était une différence qui était l'expression d'un quelque chose. Et donc, cette différence, c'est là que,
a commencé à créer une croyance qui allait un peu plus s'instaurer. Pourquoi? Parce que je me sens unique, parce que on perçoit en moi ce que j'ai toujours perçu, parce qu'en fait je me rends compte que si je suis différent, ça ne veut pas forcément dire que je suis plus mauvais, mais ça veut dire qu'en fait cette différence-là, j'ai été créé pour avoir cette différence-là, et que peut-être que j'ai quelque chose à accomplir de grand dans ce monde, et qu'en réalité je ne le sais pas, mais là à travers mes croyances, au final je commence à le savoir, je commence à sentir au fond de moi que je peux révolutionner le monde. Ou en tout cas que je fais partie des acteurs qui peuvent y arriver. Et donc je commence à m'intéresser, je commence à aller chercher des informations. Et cette personne-là, je l'idéalise. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de me sortir de mes souffrances. Elle dit exactement tout ce que je pense. Elle est en accord avec absolument tout ce que je me cachais à moi-même depuis le début et qui là aujourd'hui s'exprime. C'est comme si elle arrivait à faire sortir de moi une partie de moi que je décidais de me cacher. Et donc là, la croyance s'installe. La croyance selon laquelle l'univers a été créé par un créateur, que ce créateur-là, il interfère directement avec nous, qu'il y a peut-être des anges, ce que lui appelait des maîtres ascensionnés à l'époque, des maîtres ascensionnés qui nous guident, et que peut-être même que moi, je suis l'expression d'un de ces maîtres ascensionnés. Ces maîtres ascensionnés, à l'époque, c'était des personnes des personnes fictives, mais qui en fait étaient réelles dans un autre monde, donc dans un autre monde, qui interféraient directement avec nous, avec lesquels je pouvais discuter. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que je canalisais les maîtres ascensionnés, c'est-à-dire que je pouvais communiquer avec eux et qu'ils passaient à travers la petite voix qu'il y avait dans ma tête. Et qu'en gros, toute cette petite voix intuitive, toute cette petite voix qu'il y avait dans mon esprit était en fait la parole du maître ascensionné qui me donnait des messages. Et donc, vu que je ressentais cette petite voix à l'intérieur de moi et qu'effectivement j'avais des messages à des moments donnés où je faisais ce qu'on appelle aujourd'hui une subvocalisation, c'est-à-dire que je subvocalisais quelque chose, mais je pensais que cette voix dans ma tête n'était pas moi, mais était l'expression de quelqu'un d'autre qui communiquait avec moi. Et donc, là, j'avais l'impression de devenir un petit peu médium, de canaliser des informations envoyées par ailleurs. Ça m'a permis de pouvoir communiquer avec mon grand-père, en tout cas penser communiquer avec lui, de pouvoir communiquer avec mon destin, de pouvoir savoir dans quelle direction est-ce que je devais aller, de pouvoir prendre des décisions dans ma vie et d'aller écouter ça. Sauf que lui, il m'a fait comprendre qu'il avait une capacité de canalisation qui était extrême et qu'en fait, il pouvait communiquer avec tous les maîtres et que du coup, il m'envoyait des messages. Et en fait, tous les messages passaient par son filtre à lui. C'est-à-dire que lui recevait le message et que par la suite, il m'envoyait sur des chemins, des idées, des relations ou autres. Et on rentre petit à petit dans un schéma de croyance où la personne, en fait, tout passe par lui. C'est-à-dire que toutes les décisions devaient être prises en accord avec lui, toutes dans mes sentiments, dans mes relations avec les autres personnes que je pouvais avoir sentimentales ou autres, eh bien, il fallait qu'il y ait une approbation de ces maîtres ascensionnés ou alors une compréhension à travers ces maîtres ascensionnés-là qui allait me permettre de pouvoir justement comprendre la situation dans laquelle j'étais. Et le truc, c'est qu'à certains moments donnés, ça tombait quand même assez juste. Je me rappelle de plusieurs histoires où il me disait par exemple que je devrais faire attention parce que je vais perdre mon permis très rapidement, il faut que je fasse attention, il n'y a pas de raison particulière. Et en fait, 3 jours après, je perds mon permis, effectivement, parce que je me fais arrêter sur la route et la personne à qui j'avais vendu ma voiture à l'époque, j'avais pas fait les papiers nécessaires avec la préfecture parce qu'à l'époque ça se faisait pas directement sur internet, il fallait aller à la sous-préf et vu que moi je m'occupais pas du tout de mes papiers, en fait la personne avait eu plein de PV et plein d'amendes qui n'avaient jamais été régularisées avec la voiture en question, ce qui fait que j'avais perdu tous mes points. Et lorsque je me suis fait arrêter pour un excès de vitesse, qui devait être, je devais perdre 1 point, quelque chose comme ça, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de points. Donc là, j'étais amené au commissariat, voir, donc j'avais perdu mon permis. Heureusement, par la suite, j'ai pu prouver en fait que la voiture avait été vendue et tout ça, donc les choses se sont arrangées. Mais n'empêche que ce qu'il m'a dit et ce qui s'est avéré vrai était en réalité juste. Ce qui fait que je croyais entièrement. J'avais une confiance complète parce que tout ce qu'il me disait s'avérait être vrai. Et vu que j'y croyais profondément, j'allais percevoir dans le réel, j'essayais de plier le réel à mes croyances pour en fait faire en sorte que tout ce que je croyais allait s'exfiltrer dans le réel et que moi j'allais pouvoir en percevoir une touche et justement faire en sorte que tout avait été absolument vrai. Donc la continuité de cette histoire-là, les choses se passent, je rencontre des gens, je rencontre d'autres personnes, il me fait rencontrer apparemment d'autres maîtres ascensionnés évidemment religieux, tout le monde avait les mêmes croyances jusqu'au moment donné
où moi, il me fait comprendre qu'en fait, vu que moi, j'avais une partie sombre de moi, j'ai toujours été intéressé par le problème du mal, j'ai beaucoup de tatouages, j'ai été très autodestructeur, voilà, j'ai une partie assez sombre de mon être qui, moi, me passionne profondément dans mes travaux aujourd'hui. Et bien, à ce moment-là, je suis intéressé par la psychologie humaine, je suis intéressé par la philosophie, tout ça, mais j'ai pas encore un attrait assez intense parce que la spiritualité prend le dessus sur tout. Ce qui fait que je crois en l'âme, je crois en la réincarnation. J'ai même été voir quelqu'un qui m'avait dit les autres vies que j'avais vécues auparavant. On m'a fait comprendre que j'étais un des plus grands curés de l'Atlante pendant l'Atlantide, que j'avais sauvé des personnes. Après, on m'a dit que j'avais une autre vie où j'avais tué énormément de monde parce que j'étais un tyran. Enfin bon. Voilà, on m'a mis toutes sortes de choses dans la tête qui coïncidaient en fait avec ce que lui me disait. Donc à chaque fois, ça me faisait ce qu'on appelle en sciences cognitives des biais de confirmation, donc des biais cognitifs qui sont des raccourcis de la pensée et qui nous induisent en erreur, c'est-à-dire elles nous amènent sur des pentes glissantes qui en réalité ne sont pas justes, des erreurs de raisonnement que notre cerveau fait à cause de la vitesse et à cause de la vitesse de traitement. Ça, les biais cognitifs, je vous invite à vous renseigner sur les travaux notamment de Daniel Kahneman, un économiste avec qui a été l'un des précurseurs de création des biais cognitifs, en tout cas répertorié aujourd'hui plus de 150 biais cognitifs. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser. Le biais de confirmation, c'est quoi? C'est d'aller chercher la validation de nos croyances dans le monde réel. Par exemple, si je vous dis pensez à une voiture rouge, et bien maintenant quand vous allez sortir de chez vous, vous allez essayer de voir le nombre de voitures rouges que vous allez croiser. Vous allez en voir énormément, vous allez pouvoir les compter. Par contre, si je vous dis combien de voitures rouges avez-vous croisé jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas capable de pouvoir me le dire. Par contre, le simple fait d'avoir imposé cette idée, cette croyance va vous faire vous focaliser sur les voitures rouges que vous allez voir et être capable de le faire. Ce qui fait qu'on ne voit ce qu'on croit. En fait, on voit ce qu'on croit. C'est pas on voit ce qu'on croit, c'est-à-dire que notre croyance nous amène à voir ce qui va la valider. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, j'étais complètement là-dedans. Et puis alors, il y a eu aussi des voyages astrales où moi j'avais l'impression de faire des voyages astraux, j'avais l'impression d'être médium, j'avais l'impression de canaliser. Je suis parti faire des pèlerinages à Lourdes pendant plusieurs jours. Je suis parti faire des retraites dans des différents endroits de France et dans les pèlerinages à Lourdes notamment. C'était plusieurs fois, on allait 1 ou 2 fois par mois à Lourdes. Pourquoi ? Parce qu'il fallait remplir les bidons d'eau de Lourdes, mais pas avec des bidons en plastique, avec des bidons en verre pour pas changer la molécule de l'eau, parce que l'énergie était pas bonne, parce que l'énergie de l'eau, il fallait qu'elle soit au contact avec du verre, il fallait pas que je pose mes bouteilles d'eau par terre pour pas avoir toutes les énergies de la terre qui remonteraient dans mon eau et qui pouvaient aller faire quelque chose de négatif en moi. Voilà, il y avait quand même beaucoup de dogmes qui s'instauraient au fur et à mesure. Il fallait surtout pas tirer les cartes parce que c'était des mauvaises guidances, des énergies négatives. Il fallait faire attention aux médiums parce que c'était trop ésotérique et que voilà. En fait, là où c'est fort, là où c'est très très fort, c'est que on nous dit attention à eux parce que eux ce qu'ils font est faux, parce que moi ce que je fais est vrai, parce que moi je connais la vérité, mais tous les charlatans que tu as autour sont des charlatans et moi je le sais parce que moi j'ai la vérité. Sauf que nous ce qu'on pense à ce moment-là, c'est qu'on se dit que les charlatans ne sont pas de notre côté parce que lui dans la dénonciation des charlatans. Donc le fait de se trouver un ennemi commun nous invite à penser que nous détenons la vérité et que ce que nous faisons est beaucoup plus juste que le reste. Et donc la croyance qu'on entretient à ce moment-là, c'est qu'à aucun moment on peut rentrer dans un système de pensée radical, on peut rentrer dans un système de pensée extrême, pour la simple et bonne raison que les extrêmes sont ceux qu'on pointe du doigt parce que eux ce qu'ils font ne sont pas vrais ou alors sont l'expression d'une énergie négative. Et en fait, là pareil, je fais un grand raisonnement à notre raisonnement. Et une autre erreur de logique, encore une fois, c'est que lorsqu'il m'a dit que tout était énergie, tout ça, la pensée est une énergie, la pensée est une vibration sur laquelle il y a une onde qui plane, c'est la physique quantique qui le dit, tout ça, et donc il y a une forme de crédulité. Moi, ce qu'il me dit, c'est vrai, je crois absolument ce qu'il me dit, ça a l'air juste, ça paraît logique. Quand on vous dit « votre corps est composé d'atomes », l'atome, c'est quoi? C'est 99,9% de vide. Dans ce vide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'énergie. Donc notre corps est composé que d'énergie. Notre corps, ce n'est que de l'énergie. C'est de l'énergie en mouvement, ce qui fait que lorsque tu penses à travers de l'énergie. Ce que tu envoies dans la matière, dans le subtil, c'est de l'énergie. Bon, non. En réalité, aujourd'hui, on sait que non, pas du tout. Déjà,
on fait dire des choses à des physiciens qui s'avèrent être fausses. Einstein n'a jamais dit que tout était énergie. Tesla, lorsqu'il parle de penser en termes d'énergie, de vibration, ça ne veut pas dire de penser en termes d'énergie, de vibration dans la matière, dans le monde, mais ça veut dire bien autre chose. Dans le sens où là, on parle de physique, on parle dans la physique quantique, on parle dans notre physique à nous. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est l'énergie sémantique, c'est l'énergie corporelle, c'est le mouvement, c'est pas quelque chose de subtil. Et puis surtout que notre corps, pour créer de l'énergie, une grande quantité d'énergie, il faut une toute petite quantité de matière. E égale mc2. Une toute petite quantité de matière provoque une grande quantité d'énergie. Ce qui veut dire que notre corps n'est pas composé que d'énergie, parce qu'il a 99,9% de vide. Mais dans ce vide, il y a plein de choses. Il n'y a pas que de l'énergie, il y a plein de choses. La physique quantique le montre, avec des quarks, il y a énormément de choses à l'intérieur, et il y a surtout de la matière. Et c'est cette matière-là qui provoque cette grande quantité d'énergie. C'est le grand principe des bombes nucléaires. Justement, une petite quantité de matière provoque une immense quantité d'énergie. Il n'y a rien de subtil. Sauf que sur le moment, moi, je ne me pose pas la question. Parce qu'en fait, ça paraît complètement logique. Et là, je suis dans un autre biais cognitif qu'on appelle les biais de croyance, qui fait que dans un raisonnement qui est logique, je vais privilégier la croyance que j'ai, donc la conclusion de l'expérience, la conclusion de ce que je vis par la croyance que j'ai, et non pas par la logique. Et la logique, elle m'aurait dit quoi? Elle m'aurait dit, attends, renseigne-nous sur ce que c'est que la physique quantique. Est-ce que la physique quantique, on peut l'adapter à notre monde? Est-ce que la physique quantique, elle rentre en cohésion avec le domaine spirituel? Que représente, qui est le créateur? Non, il n'y a pas toutes ces questions-là. Parce qu'en fait, la conclusion que j'avais, qui me coupait de mon esprit critique, mais qui m'offrait l'illusion de l'avoir, c'est de justement valider par la logique, mais une logique qui est elle-même poussée par une croyance. Et qui, elle, pour le coup, est pas rationnelle. Mais bon, pas de problème. Après, attention, chacun est libre de croire ce qu'il a envie de croire, il n'y a pas de problème là-dessus. Je parle de mon expérience et d'un sujet que j'étudie depuis des longues années. Parce que la radicalisation de la pensée est un sujet qui me passionne, et les croyances et la naissance des croyances aussi. Ben justement, vous allez voir pourquoi. Et donc, cette personne-là m'amène, je fais des pèlerinages à Lourdes le 15 août, l'arrivée de la Vierge. On me fait comprendre que je suis en fait l'incarnation d'un maître ascensionné qui est celui de Sérapis B, c'est-à-dire celui qui garde les portes des enfers, c'est celui qui détient la lumière, c'est le porteur de lumière. Je suis parmi les élus, et je suis parmi les élus qui vont devoir révolutionner le monde, qui vont devoir révolutionner l'ère du Verseau, la nouvelle ère qui arrive, et on a besoin de gens comme nous pour pouvoir éveiller les gens. Il faut éveiller le monde à cette pensée-là, à cette énergie-là, et il faut se battre contre les démons, les autres démons qui veulent détruire le monde, tout ça. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose de fantastique, une forme de fantaisie, mais vous avez bien vu que dans l'acheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'une pensée qui arrive de manière qui commence à être radicale, n'arrive jamais et ne s'instaure jamais de manière radicale. Elle passe par plusieurs étapes, par plusieurs longues étapes, par plusieurs étapes lentes qui créent un processus lentement, de la connaissance, perception du hasard, les idées, les coïncidences qui vont valider justement c'est quoi. Ça prend du temps, c'est des années. C'est des années de mise en place. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait lentement. Et vous allez voir que ça va aller encore plus loin. Et donc, par la suite, là, je rentre vraiment en compte ces idées. J'ai l'impression de faire des décorporations. J'ai l'impression de voir l'âme des gens. Je sens les choses profondément. J'ai l'impression d'être médium, de sentir l'avenir. Je dis des choses aux gens qui se réalisent. Non pas, et en fait, je me rends compte avec du recul que c'était non pas parce que j'avais raison, mais parce qu'en réalité, je les ai conditionnés à avoir un certain type de comportement. C'est-à-dire que j'ai influencé indirectement le comportement de certaines personnes. Et dans mes relations, ça a été la même chose. C'est-à-dire que les personnes avec qui j'étais, elles n'étaient pas assez éveillées. C'est pour ça qu'elles ne comprenaient pas. Elles n'avaient pas un niveau de conscience qui était assez grand. Et en fait, ce qui était fort, c'est que lui me disait toujours que moi, ça allait pas. Et qu'il y avait toujours des choses à faire évoluer pour que je devienne un petit peu comme lui. Mais il m'a jamais dit qu'il fallait que je devienne comme lui, mais il me le suggérait, c'était de la suggestion, c'était indirect. Et je pense sincèrement qu'il n'y a pas une manipulation qui est consciente de sa part. Je pense que c'est quelque chose auquel il était complètement sûr, il était complètement certain de ce qu'il vivait, mais par contre, une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de manipulation volontaire. C'est que moi, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que cette personne-là est convaincue de ce qu'elle dit, de ce qu'elle pense. Et c'est pour ça, justement, qu'elle a réussi à ce point-là, m'emmener dans ses idées. Et donc là, qu'est-ce que je décide de faire? Je pars en Amérique latine pour justement aller confronter un peu à mes croyances, voir les cultures. Je voyage dans le monde entier, je découvre, je vis dans une tribu pendant plusieurs mois, je découvre différents types de cultures qui viennent renforcer mes croyances, mais qui, eux, sont beaucoup moins ésotériques et beaucoup plus
chamanique ou encore religieuse dans certains aspects. Donc, c'est pas du tout la même chose. Je retourne dans des états de simplicité, c'est-à-dire que je vais vivre, je vais m'isoler dans la montagne, couper, pas internet, rien du tout, faire des méditations, beaucoup de méditations pour pouvoir capter les choses, avoir l'impression de sortir de mon corps, savoir la réincarnation de l'âme qu'il y avait en face de moi dans certaines personnes. Je connaissais les vies d'avant des gens, en tout cas c'était ce que je pensais, et donc du coup ça me permettait de savoir comment jauger. Il y avait une fille avec qui j'étais à l'époque, avec qui ça allait pas, ça se passait mal. Lui m'avait fait comprendre que c'était en fait la réincarnation d'une sorcière de Salem qui allait me détruire. Voilà, j'y ai complètement cru. J'ai complètement cru que j'étais un enfant indigo, que j'avais vraiment une puissance spirituelle qui était immense et que j'allais vraiment transformer le monde. Mais d'abord, il fallait que je m'éveille encore plus spirituellement. En fait, dans l'éveil spirituel, le terme d'éveil invite justement à penser que les autres dorment. C'est-à-dire que moi, je suis l'éveillé, donc le Bouddha d'ailleurs, c'est l'éveillé, donc c'est l'éveil spirituel. Mais ça nous invite à penser quoi? Lorsqu'on part dans un chemin d'éveil, ça nous invite à penser qu'on arrive à un niveau de conscience de notre perception du monde. Et en fait, ce niveau de conscience-là, il s'élève à plusieurs échelons à travers mon évolution spirituelle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, on n'a plus les mêmes niveaux de conscience. Ce qui fait qu'on rentre en cohésion avec des gens qui n'ont pas le même niveau de conscience que nous. Donc du coup, il y a une hiérarchie de la spiritualité qui se fait très involontairement et très indirectement. Et surtout que l'éveil suggère que les autres dorment et que du coup, je suis plus conscient des choses du monde et les autres décident de fermer les yeux parce qu'ils ne veulent pas s'éveiller. Donc vous voyez pourquoi la rationalité a été perçue comme quelque chose chez les spirituels, de quelque chose, qu'on soit bien clair, lorsque je parle de spirituel, je parle de croyance spirituelle. C'est pas la même chose avec un être spirituel. C'est-à-dire tu peux très bien être spirituel parce que tu te poses des questions métaphysiques, parce que tu t'intéresses à la connaissance, à la culture. C'est aussi être spirituel. Non, là je parle de croyance spirituelle métaphysique. Donc il y a ceux qui dorment et les rationnels qui sont en train de dormir ou les gens qui sont pas éveillés, qui ne croient pas en quelque chose, eux, en fait, n'ont pas le même niveau de conscience que nous. Donc là, on ne joue pas dans la même cour. Donc il y a quand même une hiérarchisation qui fait passer le spirituel, ou en tout cas l'être éveillé spirituellement, comme étant au-dessus indirectement de ceux qui dorment. Et donc les choses évoluent, les choses avancent, et je décide de partir à Bali, je décide de partir en Indonésie, et là il se passe quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que je commence à rencontrer des chamans qui vont carrément me parler de vaisseaux qui vont passer pour embarquer des gens. J'y crois dur comme fer, je fais des séances avec des pierres, j'ai vraiment tout expérimenté, j'ai expérimenté énormément de choses, j'ai vécu des expériences d'ayahuasca, moi j'ai jamais pris d'ayahuasca, mais j'ai vécu des expériences en étant en tant que spectateur. Voilà, j'ai vécu vraiment beaucoup d'expériences spirituelles, je fais beaucoup de choses. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un jour, je vais faire ce qu'on appelle une retraite de silence. Donc là, on nous invite à faire une retraite de silence et on va dans un lieu à Bali, en Indonésie, magnifique, où on ne doit pas parler. En fait, c'est un lieu où tu ne dois pas parler pour être dans un schéma d'introspection. Bon, très bien. D'ailleurs, ce que je vous invite encore à faire aujourd'hui, parce que même n'étant plus du tout spirituel pour ma part, je trouve que l'expérience est géniale et que c'est un très bon moment d'introspection, c'est un très bon moment pour pouvoir écrire, pouvoir lire, pour prendre du temps pour soi. Donc si vous avez l'expérience de pouvoir le faire, vraiment, pour le coup, c'est une expérience que j'ai aimée, mais vous allez voir que le problème ne se trouve pas dans la retraite de silence, mais en réalité dans la personne qui était la patronne en fait de la retraite de silence. En fait, cette personne-là, un jour, décide de nous faire un enseignement à la Kabbale. Là, je ne parle pas de la Kabbale juive, qui est encore autre chose, mais c'est une forme de Kabbale spirituelle égyptienne, parce que la Kabbale provient de l'Égypte, où il fallait passer par plusieurs préceptes pour pouvoir arriver à des connaissances qui en fait étaient des connaissances des francs-maçons. C'était comment est-ce que les francs-maçons arrivaient à diriger le monde, d'accord ? C'était ça l'idée, hein, c'était que les francs-maçons dirigeaient le monde et que du coup il y avait des techniques à travers la Kabbale qui permettaient de pouvoir manifester dans la vie ce qu'on voulait absolument. Alors moi qui croyais profondément à la loi d'attraction, qui croyais profondément qu'avec la pensée, je pouvais matérialiser des choses dans le réel qui pouvaient m'arriver, ça c'est des croyances que j'avais mais vraiment très ancrées, et bien du coup je décide avec des amis de faire cette expérience spirituelle. Et alors là, c'est là que je pense que les choses ont été très extrémistes. Parce qu'autant j'ai croyais que j'étais un être spirituel qui allait révolutionner le monde, autant je pensais que j'allais être quelqu'un qui allait devenir diamant bleu. J'ai l'impression que je parle un peu d'un jeu vidéo. Autant il fallait que j'aille éveiller les autres.
autant il fallait que je lutte justement contre les démons des autres gens, autant il fallait que je pousse les gens dans un éveil spirituel intense, autant toutes ces croyances-là que j'avais, bon, encore ça pouvait aller, jusqu'à penser que je pouvais canaliser des maîtres ascensionnés, des dieux, des machins, un truc, ok. Mais là, vous allez voir que quand même, j'ai réussi à croire en quelque chose qui était de l'ordre de l'impossible. Et pourtant, je pense pas être quelqu'un de complètement bête. Donc ça, je vous invite à vous référer aux travaux de Gérald Bronner, qui dit très bien qu'il ne faut pas être fou pour avoir des croyances folles. Non. Parfois des gens qui ne sont pas fous, qui finissent par avoir des croyances folles parce qu'ils passent par un processus. Donc, on va dans ce lieu, dans cette maison à cette bonne femme-là, et en fait, elle nous apporte une fiche avec tous les enseignements de la Kabbale qu'elle a enseigné pendant longtemps, que ce soit dans des grandes sectes ou autres, justement. Elle était un peu dirigée, elle, des sectes à ce moment-là. Elle avait carrément dit au niveau des francs-maçons. Et donc, elle nous donne une suite de choses à faire avec les 4 éléments. C'est-à-dire qu'il fallait fixer une bougie pendant un certain temps. Il fallait se lever, se tenir les mains en cercle et dire may be beautiful, maybe. C'était en anglais, je ne me rappelle plus très bien. Mais en gros, c'était une forme de prière en cercle. Il y avait plein de trucs à faire avec le feu. Amener des couteaux, couper un truc. C'était ultra sectaire. Je n'ai jamais fait de trucs comme ça. Il fallait avec l'eau, à un moment donné, planter son couteau dans de l'eau et faire des trucs dans l'air pour couper les choses qu'il y avait autour de nous, les énergies autour de nous. Et en fait, elle nous a fait croire qu'elle était capable, et écoutez bien, de contrôler le temps par la pensée. C'est-à-dire que, pas contrôler le temps en termes de durée, mais contrôler le temps en termes de météo. La météo, elle pouvait contrôler la météo, d'accord ? C'est-à-dire que si elle voulait, elle, par la pensée, elle pouvait faire en sorte qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, ou qu'il pleuve, ou autre. Ok ? Et le problème, encore une fois, c'est qu'il s'avère que ça a tombé juste. Ça a tombé juste, sauf que nous, à ce moment-là, on se fait avoir. On se fait avoir parce que tu sais, si tu regardes sur Internet, quel temps est-ce qu'il va faire demain ? On est bien d'accord pour dire que demain, on sait s'il va pleuvoir ou pas. Ou non, en tout cas, la probabilité de chance qu'il y a qu'il pleuve. Et en fait, la personne nous a dit, vous allez voir, parce que c'était sur 5 jours, vous allez voir, demain, quand vous allez revenir, de par ce qu'on a fait là, il va pleuvoir. Il va pleuvoir à peu près de telle heure à telle heure. Et il s'avère que le lendemain, quand on est revenu, il a fait beau, sauf la plage de temps qu'elle nous a donnée où il a plu. Donc, nous, ça nous a validé nos croyances, parce qu'en fait, encore une fois, c'est des biais de croyances. Encore une fois, c'est pas un raisonnement qui est logique. Et donc là, j'ai vraiment cru, moi, à ce moment-là de ma vie, qu'on pouvait contrôler le temps, la météo, par la pensée. Et notamment à travers tous ces milieux-là. Et alors là, le truc, c'est que, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, cette personne-là, que quand on a fini tout le truc, c'était extrêmement sectaire. On se tenait par la main, il y allait avoir des apocalypses, il y allait avoir des gens qui allaient venir nous sauver, le monde allait se transformer complètement, on sera les élus pour pouvoir transformer le monde, donc ils comptent sur nous. Il y avait des enseignements à respecter. Et en fait, normalement, tout ce que je vous dis là, elle nous a dit qu'il ne fallait surtout pas le dire, sinon ça perdait tous les effets. Si vous parlez de ça ou autre, vous allez voir, ça va perdre tous les effets. Et là, on est dans du sectaire. Parce qu'en fait, si on parle de ce qu'on a fait avec elle, eh ben, tous les effets de tout ce qu'on vient de faire par rapport à ce qu'on veut manifester dans notre vie vont s'évaporer. Donc en fait, elle nous impose un silence, non par une imposition, mais par l'illusion d'une liberté. En nous disant, vous êtes libre ou non d'en parler, mais sachez bien que si vous en parlez, tout ce que vous avez fait et tout ce qu'il peut vous arriver de bien dans votre vie ne vous arrivera pas. Donc nous, on se pense libre de pouvoir le dire ou de ne pas le dire. Mais en réalité, on ne l'est absolument pas parce qu'on nous prive directement d'une liberté qui elle-même nous dit qu'on est libre de pouvoir faire quelque chose qu'en réalité, on n'est pas libre de faire. Parce qu'on sait très bien que si on le fait, tout ce qu'on a fait là auparavant ne marchera pas. Et donc, cette croyance-là très ancrée, m'a amené vraiment dans des délires spirituels vraiment complets. Je me levais à 4 heures du matin pour aller manifester ma réalité à travers la méditation et tout. C'était vraiment quelque chose de grave jusqu'au jour où comment est-ce que je pourrais expliquer ce switch, comment est-ce que je pourrais expliquer ce retournement de situation. C'est très difficile pour moi de pouvoir vous le dire, mais c'est une information un jour que j'ai eue. J'ai rencontré la philosophie, évidemment, je m'y suis intéressé, qui ont développé mon esprit critique, on me posait des questions que je ne me posais pas auparavant. Donc forcément, ça a aidé à commencer à me poser des questions, à avoir des doutes. Et puis surtout que je me rappelle être tombé sur une information, notamment par rapport à la physique quantique, sur un podcast ou sur une vidéo, je ne me rappelle plus, qu'elle est complètement à l'encontre de ce que je disais, mais qui me paraissait aussi logique. Et donc, cette information-là a été peut-être l'élément déclencheur d'une remise en question et de douter de ce que je savais.
ok, peut-être que c'est vrai, parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est faux, ça me paraît faux, mais en même temps, ça paraît logique. Et pourtant, c'est quand même un physicien qui est plutôt reconnu. Voilà. Et là, j'ai décidé de m'intéresser dans le sens opposé, et donc du coup de détruire toutes mes croyances. Ça a été un processus qui a été très long. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça a été beaucoup trop long, mais si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, j'ai déjà fait un podcast en fait dessus que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube qui s'appelle La spiritualité, j'en suis revenu. Vous pouvez l'écouter à l'intérieur directement. Et en réalité, c'est ça qui a été extrêmement intéressant. Ça a été le moment où il y a eu une remise en question des doutes qui ont été faits. Mais en fait, le scepticisme, le doute, le rationalisme, à ce moment-là, on pense que c'est une identité qu'on fiche sur une personne, c'est-à-dire que cette personne-là est rationnelle. Non, cette personne-là utilise une méthode rationnelle. Ce n'est pas la même chose. Le doute, ce n'est pas être le doute, être quelqu'un de profondément sceptique tout le temps. Non, non, non. Bon, le scepticisme, c'est encore différent, c'est une pensée extrême, mais dans le doute, c'est-à-dire jusqu'à douter de sa propre existence, jusqu'à douter que les choses qui existent vraiment. Bon, vous voyez, ça peut être extrême aussi. Mais c'est le doute en tant que méthode. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit critique. C'est une méthode rationnelle pour développer son esprit critique. Et c'est pour ça, moi, aujourd'hui, que je me bats pour la connaissance, parce que je pense que lorsque je connais des choses, je ne suis plus voué, en fait, à rentrer dans une pensée radicale, parce que j'ai la connaissance, non seulement que ce que je sais, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça ne veut pas dire que c'est une vérité qui est absolue, mais par contre, ce que je sais, j'ai pu le traverser, le travailler, le remettre en question, le douter, le redouter sur mes propres croyances pour pouvoir justement trouver une forme de vérité. Par contre, la vérité est beaucoup plus tragique que l'illusion. C'est-à-dire que la croyance, elle réconforte, elle fait du bien, elle rassure. La vérité, elle n'est pas là pour ça. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle L'échec d'une prophétie qui a été fait. Et à l'intérieur, il y a un sociologue qui est très connu, dont j'ai perdu le nom, qui parle de comment est-ce que les gens, lui, il avait intégré une secte et qui explique comment est-ce que les gens dans cette secte-là qui croyaient en l'apocalypse, donc en une fin du monde, lorsqu'ils se préparaient à la fin du monde, pendant des années de leur vie, des dizaines d'années de leur vie, et que à ce moment-là de leur vie, lorsque la fin du monde arrive et qu'en fait elle n'arrive pas, comment ça se fait qui logiquement, on va se dire qu'ils vont perdre leur croyance, qu'ils ne vont plus y croire, vu qu'ils ont bien vu qu'ils sont préparés à quelque chose qui ne s'est pas produit. Et bien, comment ça se fait qu'ils continuent à avoir ces mêmes croyances-là, à chérir ces mêmes croyances? Et en fait, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, il nous dit que les gens, de par le fait qu'il y a une implication énorme dans leur vie, dans leurs croyances, que ça a engagé beaucoup de décisions et beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup plus tragique pour eux d'avoir une vérité qui détruirait ce pourquoi ils ont passé leur vie à construire des croyances autour de ces idées d'apocalypse ou autre. Ce qui fait qu'ils créent de nouvelles croyances qui vont rassurer celles qu'ils ont pour partir dans quelque chose de différent. Et dans ce sens, ça donne raison à Maupassant lorsqu'il dit que parfois, nous chérissons nos illusions avec autant de tristesse que nos morts. Et bien en fait, c'est vraiment ça, on chérit nos illusions parce que parfois, sortir de nos illusions est beaucoup plus difficile que de la conserver. Donc, la vérité est quelque chose qui peut faire beaucoup plus de mal et priver du bonheur, là où le bonheur peut peut-être se trouver dans la facilité intellectuelle, dans, je ne vais pas dire la paresse parce que ce n'est pas vrai, mais dans la facilité, c'est-à-dire que ce qui nous paraît le plus logique, le plus instinctif, ce qui nous paraît le plus simple, ce qui nous paraît le plus direct, ce qui nous demande le moins d'énergie possible à analyser, ces choses-là, ce sont des bonbons pour le cerveau, c'est des bonbons pour nous. Dès que ça va vite, que c'est simple, que c'est efficace, que c'est logique et que ça paraît rationnel, eh ben, on est dans quelque chose que le cerveau adore, que nous adorons profondément, alors que pourtant, on est constamment voué à une multitude de biais qui nous trompent, qui trompe complètement notre façon de percevoir le monde, notre façon d'interagir avec le monde. Les illusions d'optique, c'est exactement la même chose, mais sans l'optique, c'est-à-dire avec cognitive. C'est des illusions cognitives qui nous invitent dans notre schéma de réflexion à aller dans des endroits qui ne sont pas réellement les endroits proposés. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le biais de confirmation. Par exemple, un truc qui est très simple, c'est de faire une distinction entre corrélation et causalité. Corrélation ne veut pas dire causalité. Et l'erreur est qu'on entremêle les deux, parce qu'il y a une corrélation, il y a une causalité. Par exemple, si je vous dis qu'il y a une étude qui montre que lorsque on mange des glaces, eh ben, le taux de noyade augmente aussi. D'accord ? C'est-à-dire que plus on va manger de glace, plus les gens mangent de glace en général, plus le taux de noyade augmente. Et donc là, on va se dire, ok, ça veut dire que manger des glaces augmente le taux de noyade.
Donc on fait d'une corrélation une causalité. Pas du tout. Ça, c'est une corrélation, c'est-à-dire que pourquoi, quand est-ce qu'on mange des glaces? L'été. Quand est-ce qu'on va se baigner? L'été. Donc forcément, le moment où on mange le plus de glace, c'est aussi le moment où il y a le plus de noyettes parce qu'il y a le plus de personnes qui mangent des glaces de par le climat, de par le moment. Et il y a plus de personnes qui se baignent parce qu'évidemment, il fait plus chaud. En hiver, on mange moins de glace et il y a moins de baignade. Donc forcément, le taux diminue. Donc vous voyez que ça, c'est une corrélation, mais pas une causalité. Une causalité, ça serait par exemple le fait que le tabac provoque plus de cancer du poumon. D'accord? Donc un fumeur a plus de chances d'avoir des cancers du poumon. Ben oui, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est une causalité. On sait très bien que de fumer provoque plus de cancers que ceux qui ne fument pas. Donc là, il y a une causalité qui est directe d'une action qui provoque en fait autre chose, une autre cause, enfin une autre action, une cause qui provoque une action. Et donc toutes ces erreurs-là qu'on peut vite faire, tous ces raccourcis de pensée nous amènent à moi, à un moment donné dans ma vie, avoir cru que par le biais de la pensée, on pouvait changer le temps, par le biais de la manifestation, à travers des discours qui sont très sectaires. C'est pour ça que moi, j'en ai énormément souffert de ces discours sectaires, parce que la personne que j'ai rencontrée, elle m'a même fait comprendre qu'il y a des gens qui se suicidaient à cause de moi. Elle m'a même fait comprendre que je pouvais ne jamais avoir d'enfant à cause de mes énergies, que les gens que je rencontrais, ils allaient peut-être mourir à cause de moi. Enfin, vous avez vu, c'était quelque chose de très, très, très extrême. Donc là, c'est vraiment très, très grand, ce qui fait que moi, ça m'a tellement impacté aujourd'hui et je me suis tellement rendu compte de la radicalisation de la pensée et de l'ignorance, de l'illusion de connaissance. Parce qu'en fait, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont bêtes, ce sont des gens qui sont persuadés d'avoir raison. Ce n'est pas la même chose. C'est pas qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas l'humilité de dire qu'ils ne savent pas, mais c'est plutôt qu'ils ont, ils ont plutôt… je vais dire l'ego, mais plutôt la vanité de dire qu'ils savent, qu'ils sont persuadés de savoir quelque chose qu'en réalité, ils ne savent pas. Et c'est vraiment ça le problème aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me bats quotidiennement pour la pensée critique, pour développer l'esprit critique. Et je vais vous faire une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment développer votre esprit critique en plusieurs grands points afin que vous aussi, vous puissiez ne plus vous faire avoir dans ces raccourcis de pensée et dans les informations auxquelles vous êtes concentré, enfin, auxquelles vous êtes connecté quotidiennement avec tout le flux d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que ça amène des groupes, tous les gens qui pensent que la Terre est plate, tous les gens qui pensent que des idées conspirationnistes ou autres se regroupent ensemble. Enfin bon, c'est un sujet qui est passionnant. Je voulais vous partager cette petite expérience-là de ma vie aujourd'hui parce qu'elle peut-être vous mettra du sens sur le fait de pourquoi est-ce que je me bats autant pour la connaissance, pourquoi est-ce que je pense autant que la connaissance est la liberté, pourquoi est-ce que je donne ma vie pour apporter de l'esprit critique, des idées, permettre de réfléchir aux gens parce que moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'ai été dans un système qui a été radical. Attention, je ne dis jamais que les croyances ne sont pas bonnes, qu'il ne faut pas croire, ça, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est qu'à partir du moment où cette pensée devient extrême, les choses peuvent devenir dangereuses parce que ça peut vous couper du monde, ça peut vous couper de vous-même, ça peut vous faire prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Et on sait aujourd'hui ce que ça provoque, les extrémismes de la pensée et des idéologies extrêmes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager aussi cette vidéo. Et si vous voulez aussi rejoindre mon book club dans lequel je vous justement donne des idées, des astuces pour développer son esprit critique, sa mémorisation, les bonnes lectures à avoir, de faire des lives directement, on va parler de sujets philosophiques, on va travailler son esprit de manière à pouvoir se le renforcer. Je vous mets le lien en description si vous voulez rejoindre le book club, ça sera aussi le moyen de pouvoir soutenir ma chaîne. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye.